Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on a rendez-vous avec la deuxième séance de TD, d'écologie générale 1, donc qui sera consacrée à l'étude des chaînes trophiques, définition et interprétation. La séance précédente, du TD, elle a intéressé, vous vous rappelez bien, les coactions hétérotypiques et les coactions homotypiques, à savoir donc la compétition interspécifique et la compétition intraspécifique, ainsi que la prédation, le symbiose, commensalisme, l'ammensalisme, tous ces aspects-là, ce sont des facteurs biotiques qui influencent la variation de la densité et que vous allez voir en SS5 qui sont les facteurs qui régulent plus ou moins les fluctuations des populations, que ce soit cyclique ou que ce soit acyclique. Donc je reviens pour cette séance d'aujourd'hui qui est le TD2. Donc les chaînes trophiques ou les chaînes alimentaires, donc on peut utiliser les deux termes. Trophisme, ça veut dire la relation alimentaire. Ces chaînes trophiques et ces chaînes alimentaires, ce sont des chaînes trophodynamiques, c'est-à-dire c'est pas des chaînes qui sont cinétiquement stables, mais qui sont des chaînes qui peuvent évoluer dans le temps au niveau de tout écosystème. Et ce sont grâce à ces chaînes alimentaires, on arrive à comprendre la relation du fonctionnement écosystémique ou du fonctionnement des biocénoses essentiellement. Donc, ce sont des chaînes qui sont dont la base, ce sont les flux de l'énergie et de la matière qui circulent entre les différents niveaux de trophiques ou alimentaires, essentiellement. Et dans tout écosystème, il y a des niveaux trophiques ou alimentaires que je vais rappeler brièvement. D'abord, pour toute chaîne trophique, on a cette succession toujours. Toute chaîne trophique ou chaîne alimentaire, on a cette chaîne qui montre bien qu'il y a un flux qui passe de chaque niveau. Premier niveau, c'est la lumière. C'est la lumière ou les flux lumineux solaires. Donc, grâce au processus de la photosynthèse, les végétaux qui sont le niveau suivant, essentiellement, le niveau suivant, qui vont intégrer cette énergie solaire ou lumineuse en énergie chimique. Et grâce à cette énergie chimique, ils vont pouvoir fabriquer, et comme on a vu le cours, les végétaux, ce sont tous des autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'utiliser leur propre matière organique et de la fabriquer essentiellement. Donc par la suite, j'ai les niveaux qui viennent ensuite, c'est-à-dire j'ai les herbivores qui vont consommer les végétaux, et j'ai les carnivores qui vont consommer les herbivores, comme les prédateurs, et j'ai les carnivores de suite, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on appelle la chaîne. Et ces différents niveaux, ce sont des maillons, ou ce qu'on appelle aussi des niveaux trophiques, les maillons trophiques ou des maillons trophiques. Donc, comme vous voyez sur cette représentation théorique, comme vous voyez, alors la chaîne trophique décrit l'ordre dans lequel les êtres vivants se nourrissent et se mangent les uns aux autres essentiellement. Donc, il permet de comprendre, et chaque niveau trophique, c'est un maillon trophique essentiellement, et il permet de distinguer les différentes catégories d'organismes qui interviennent, dans, comme le cas les herbivores ou bien les carnivores essentiellement. Donc ça, c'est la présentation générale de définition. Donc les chaînes trophiques ou les chaînes alimentaires, ce sont des chaînes trophodynamiques qui relient au sein d'un écosystème les différents organismes vivants grâce au flux d'énergie et de matière. Les caractéristiques des chaînes trophiques. Alors, bien sûr, ce sont les organismes ou les acteurs qui vont intervenir dans cette dynamique alimentaire ou de flux d'énergie et d'aliments à travers les différents niveaux. C'est donc les producteurs, on va caractériser d'abord les producteurs qui sont tous les végétaux. Vous voyez là, sur ce slide, donc on a l'énergie lumineuse qui arrive chez les producteurs qui sont des végétaux, chlorophylliens pour la plupart, et qui vont transformer cette énergie lumineuse en énergie chimique pour synthétiser leur matière organique. C'est ce qu'on appelle le processus de la photosynthèse essentiellement. C'est un processus qui est particulier aux autotrophes essentiellement. Et les organismes qui font cette activité, on les appelle autotrophes aux producteurs primaires. Aux producteurs primaires ou les producteurs en général. Par la suite, on trouve les producteurs secondaires, ce qu'on appelle les consommateurs, qui sont en général
la globalité des animaux. Ces consommateurs, il existe 3 types. Ça, on l'a vu sur le cours. Bien sûr, moi, je le rappelle en TD. Les 3 types, à savoir les herbivores qui vont consommer les herbes, ou ce qu'on appelle les phytophages, essentiellement. Ce sont des producteurs aussi, mais des producteurs secondaires, ce qu'on appelle des consommateurs primaires. Ou bien, on trouve aussi les carnivores primaires, ou encore le consommateur secondaire, et puis les omnivores qui peuvent manger aussi bien les animaux que les végétaux. C'est pour cela qu'on les appelle des hypnovores. Et la 3e catégorie trophique, ce sont les décomposeurs, à savoir les bactéries et les champignons, mais il y a aussi des micro-invertébrés qui peuvent jouer dégrader. Vous vous rappelez bien, dégrader la matière organique qui est libérée par les consommateurs et aussi par les producteurs. Cette dégradation de matière organique, ce qu'on a connu sur le processus de minéralisation, et les minéraux libérés dans le milieu seront repris par les producteurs primaires à travers l'assimilation radiculaire vers les racines pour rebâtir la matière organique en utilisant l'énergie lumineuse. Et ainsi, le cycle, il est fermé. C'est un cycle, donc c'est un cycle alimentaire. C'est pour cela qu'on parle de cycle à ce niveau-là. Et ce cycle alimentaire, il est de nouveau fermé. Et ainsi, on repart vers la matière organique qui sera assimilée et puis décomposée et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez sur ce slide, donc on a une relation. Donc, et vous voyez, il y a 2 composés qui sont ici, qui marquent, si vous voulez, la caractéristique de ce slide. C'est le CO2 et l'oxygène. Vous savez, l'oxygène, il fait la combustion. Le CO2, c'est le résultat, essentiellement. Et grâce à ce CO2, on peut fabriquer de la matière primaire chez les producteurs primaires, essentiellement. Donc, bien sûr, le CO2, il est dégagé des consommateurs et il est dégagé aussi des décomposeurs. Mais en même temps, ces consommateurs et décomposeurs, ils vont utiliser l'oxygène qui est aussi dégagé par les producteurs primaires, donc essentiellement. Donc ça, l'interprétation. Donc sur le plan d'interprétation, donc on a dit que les chaînes alimentaires sont des flux d'énergie et de matière. Alors comment on va expliquer ça? Donc vous voyez là que la chaîne alimentaire, c'est un transfert de matière et aussi un transfert d'énergie. Le soleil qui émet l'énergie lumineuse, tout rayon lumineux va arriver sur Terre et sera reçu par les autotrophes. Et le rayon lumineux qui est reçu par les autotrophes, à 100% de l'incidence, uniquement 1% sera retenu par les autotrophes. C'est-à-dire le 100% du rayon lumineux qui arrive, uniquement 1% il est retenu par les producteurs primaires. Ce 1% qui est retenu, de l'énergie retenue, sera fractionné en d'autres énergies, telles que celle de la consommation, celle de la croissance ou celle de la reproduction, ainsi que l'énergie qui sera perdue par excrétion ou non utilisée. Donc, autrement dit, le 1% qui arrive et qui est retenu par le végétal ou le producteur, il sera réparti en un ensemble de besoins pour le végétal lui-même, soit pour sa croissance, soit pour sa reproduction, soit pour son excrétion essentiellement. Donc, autrement dit, il y a une perte d'énergie. Et l'énergie qui reste de ce 1% sera transmise vers l'herbivore, comme vous voyez là. Donc, il y a une partie, donc, et aussi 1% de cette énergie transmise sera retenue par l'herbivore. Donc, autrement dit, et ce 1% retenu pour l'herbivore, lui aussi, il sera fractionné. Fractionné en énergie pour la croissance, une énergie pour la reproduction et une énergie aussi pour la consommation. Donc, il est fractionné et par conséquent, une partie, la même chose, 1% sera retenu pour le carnivore. Que vous voyez là, c'est un crocodile qui va manger l'herbivore. Donc, il y a toujours une perte d'énergie. Donc, si je fais un bilan général, donc j'aurai toujours un 1% qui va disparaître de chaque fraction ou de chaque niveau trophique.
Donc, je vais multiplier. Donc, ici c'est 1%, ici c'est 1 sur 10 000, ici c'est 1 sur 100 000, et ainsi de suite. En multipliant. De sorte que j'aurai aussi une perte d'énergie. Une perte d'énergie jusqu'à le dernier maillon ou le prédateur supérieur. Et par conséquent, l'énergie qui est perdue en excrétion matière perdue en excrétion sera décomposée et donnant les éléments minéraux qui vont être réabsorbés de nouveau pour donner de la matière organique comme on a vu pour le schéma tout à l'heure. Donc, ce slide, il nous montre bien qu'il y a un fractionnement d'énergie qui est successif entre chaque niveau trophique. Ce fractionnement d'énergie nous conduit à parler de ce qu'on appelle de l'efficacité écologique ou de l'efficience écologique de la chaîne alimentaire. Est-ce que la chaîne alimentaire ou le réseau alimentaire ou le réseau trophique, il est efficace ou il est non efficace? Alors pour calculer ou mettre en valeur cette efficacité, c'est un rendement en fait, c'est un rendement. Donc pour calculer ce rendement, on utilise ce rapport qui est l'efficience écologique et qui permet de donner, c'est-à-dire entre chaque niveau trophique. C'est-à-dire, on a l'efficience écologique est égale à 1 sur 100 qui multiplie 1 sur N multiplié 100. Alors ce N que vous voyez là, c'est le nombre de niveaux trophiques que vous avez dans la chaîne alimentaire. Autrement dit, si je comprends, plus N est grande, plus l'efficacité écologique elle est réduite parce que le rapport va augmenter. Plus N est petite, plus l'efficacité ou l'efficience écologique sera grande. Donc c'est ce qui se passe. Je peux donner l'exemple par exemple. Dans le cas de la photosynthèse par exemple, comme on a vu tout à l'heure, le producteur primaire, il ne retient que 1%. Il ne retient que 1% correspondant à l'énergie des herbivores. Autrement dit, la quantité d'énergie d'herbivores, j'aurai 1 sur 100 qui multiplie 1 sur 100. Et ce 1 sur 100, il va combien nous donner? Il va nous donner 1 sur 10 000. Et 1 sur 10 000, c'est quoi? C'est la quantité absorbée par les premiers consommateurs, ou les herbivores. Je reviens sur le slide de tout à l'heure. Voilà, j'ai l'herbivore, voilà. Qu'est-ce qu'il va apprendre? C'est 1 sur 10 000. 1 sur 10 000, c'est 1 sur 100, multiplions 1 sur 100. Parce que N est égal à 1, c'est le premier niveau trophique qui est celui des herbivores, essentiellement. Donc cette efficacité écologique, comme je viens de dire, ainsi de suite, par exemple, si je passe vers le consommateur secondaire qui est un carnivore, il va ne récupérer que 1 sur 100 000. Donc, c'est-à-dire que l'efficacité ou l'efficience écologique ou le rendement énergétique, il va diminuer au fur et à mesure que le nombre ou les maillons de la chaîne alimentaire sont nombreux essentiellement. Donc, il y a plusieurs exemples là-dessus sur lesquels on peut donner des exemples. Alors, cela nous induit que les chaînes les plus courtes, elles ont des individus de grosse taille. C'est le cas des baleines ou des éléphants. Vous savez que les éléphants et les rhinocéros, ce sont des herbivores, c'est-à-dire ils vont manger directement le producteur primaire. Et par conséquent, il n'y a pas une partition d'énergie, il n'y a pas un fractionnement d'énergie. Et par conséquent, c'est l'énergie, la chaîne elle est courte et l'efficacité écologique elle est beaucoup plus importante, elle est assez élevée. Par contre, cette efficience écologique, elle est faible lorsque les chaînes trophiques sont longues. On va donner quelques exemples, bien sûr. Le cas d'un réseau trophique qui est une chaîne trophodynamique, essentiellement, vous avez ici un cas assez important que vous voyez d'un milieu marin. Vous avez la baleine ou bien l'orque qui sont les individus les plus... Et ce sont des individus qui ont une chaîne assez courte. Je prends la baleine, regardez le phytoplancton, le zooplancton et puis la baleine qui mange les krill essentiellement. C'est une chaîne très courte, uniquement 1, 2, 3 maillons. 1, 2, 3 maillons. Par contre, lorsque la chaîne elle est longue, regardez là, si je prends le cas par exemple de léopard de mer ou bien du phoque, regardez, je dois passer du phytoplancton au zooplancton herbivore, au zooplancton carnivore, jusqu'à, donc j'aurai des chaînes beaucoup plus longues et par conséquent ici, l'efficacité écologique sera beaucoup plus faible. Et lorsque l'efficacité écologique est courte, le dernier maillon il est généralement de grande taille, comme le cas de la baleine, ou comme le cas qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a signalé tout à l'heure, celui de l'éléphant, ou celui du rhinocéros, qui vont manger directement les végétaux.
Alors, on vous demande ici de distinguer sur ce réseau trophique les chaînes courtes et les chaînes longues. Donc c'est un exercice que vous pouvez vous-même donc distinguer la chaîne courte ou bien la chaîne longue qui va vous apparaître. Donc, c'était un sujet aussi d'examen les sessions passées. Donc, un autre exemple de variation du réseau trophique, je peux avoir une variation qui peut changer entre le jour et la nuit. Donc, c'est-à-dire j'aurai un réseau de jour avec des équivalents la nuit, essentiellement. Par exemple, ici on vous demande de distinguer les types d'oiseaux et de mammifères rongeurs qui peuvent apparaître ensuite. Donc bien sûr, ici par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai les passereaux, j'ai la colombe comme oiseaux qui sont des granivores, qui mangent des grains ou des pépines. La même chose pour le rongeur, qui est un herbivore, un rongeur mammifère qui va manger les grains, c'est un granivore essentiellement. L'équivalent de ces individus au cours du réseau de la nuit, c'est quoi? Alors vous avez par exemple le hibou, ou bien le rongeur, la souris, ou bien le rat de forêt, essentiellement. Donc vous avez ces organismes-là qui mangent plus ou moins les mêmes types de fruits que ceux durant le jour. Et par conséquent, ce sont des espèces qui ne vont pas cohabiter ou chevaucher sur le plan écologique. Et donc il y a une séparation flottant, et non pas l'espace. Ils vivent dans la même forêt, mais certains vivent le jour, d'autres ils vivent la nuit. Autrement dit, leur niche écologique, elle est séparée dans le temps, mais pas dans l'espace. C'est-à-dire, ceux ils sont ce qu'on appelle, ils ont une activité nocturne, d'autres ils ont une activité diurne. Et par conséquent, le réseau alimentaire, il peut changer, ou le niveau trophique peut changer avec les acteurs qui vont intervenir. Donc, ils vont plus ou moins intervenir. Donc, ça, c'était un exemple aussi, un exemple de réseau trophique essentiellement. Alors, je veux rappeler encore une fois, donc, dans ces deux cas de figure, vous avez deux exemples. On vous demande quelle est la différence quelle différence pouvez-vous établir entre la figure A et B. Bien sûr, quelle différence? La première, c'est un réseau trophique. La deuxième, c'est une chaîne trophique, c'est une chaîne alimentaire continue entre les différents niveaux. Comme vous voyez la figure A, c'est un réseau trophique de la savane africaine, avec les végétaux, les herbes et les acacias, les herbivores, les girafes, les zèbres et les antilopes, ainsi que les gnous, et les carnivores, vous avez les prédateurs, l'hyène, le lion, le léopard et le jaguar. Donc bien sûr, les différents niveaux, et regardez là, le régime ici, il peut être chamboulé entre la girafe et l'antilope, par exemple. La même chose, l'herbe peut être attaquée par le zèbre ou par la girafe, etc. Donc, la figure B, par contre, c'est une chaîne linéaire où le grand prédateur, c'est le grand requin, essentiellement, et vous avez des niveaux intermédiaires tels que le thon, le maquereau ou bien les petits pélagiques tels que la sardine ou bien les anchois. Donc, et ces anchois, ils vont manger le zooplancton qui sont les petites crevettes ou bien le phytoplancton qui sont les petits organismes végétaux qui vont intégrer la lumière. Donc ça, c'était à titre d'exemple par rapport donc l'utilisation de la terminologie chaîne ou la terminologie réseau trophique. Donc on a plusieurs niveaux qui peuvent être entrelacés. En même temps, je peux aussi interpréter la chaîne alimentaire en termes d'énergie, ou en termes de pyramide ou de productivité biologique, essentiellement. La productivité biologique, c'est la quantité de matière élaborée au niveau de chaque. On parle de productivité biologique, on parle aussi de production biologique, c'est la même chose, élaborée à chaque niveau trophique. Et comme vous constatez, cette productivité biologique, il varie bien sûr de la productivité primaire qui est celle des autotrophes, aux productivités secondaires qui est celle des consommateurs, ou ce qu'on appelle des producteurs secondaires. Et on peut matérialiser et visualiser cette productivité en trois types de pyramides, essentiellement. Une pyramide écologique. Ces pyramides écologiques, ils peuvent être soit exprimés en type de nombre, ou bien en pyramide de biomasse, ou bien en pyramide d'énergie. Le premier cas de figure, c'est celui des pyramides de nombre. Comme vous voyez ici, donc c'est une pyramide qui est établie en fonction du nombre des individus. Par exemple, les producteurs primaires qui sont les végétaux, dans ce champ de culture, pâturant à Michigan, aux États-Unis, ils comptent 5 millions, presque 6 millions d'individus.
6 millions d'individus de végétaux, bien sûr. Et puis on trouve les producteurs secondaires ou ce qu'on appelle les consommateurs primaires. Alors ces consommateurs primaires sont de 700 000 individus approximativement. Ce sont tous c'est quoi? C'est des herbivores. C'est des herbivores qui vont consommer les herbes. Et puis on a les carnivores qui vont consommer les herbivores. On a 354 904 individus. Et puis le prédateur supérieur, on n'en a que 3 prédateurs. Par exemple, s'il y a un lion, ou bien s'il s'agit d'un prédateur, d'un jaguar par exemple, ou d'une puma, les États-Unis, donc il y a uniquement 3 dans ce champ de pâturage. Donc ça, c'est en pyramide de nombre, c'est-à-dire lorsque j'exprime la pyramide écologique en nombre d'individus. Je peux aussi l'exprimer en masse, en biomasse, ce qu'on appelle en biomasse. Alors vous avez exemple, vous voyez ici, en termes de biomasse, j'ai par exemple dans le cas d'une tourbière, toujours en Amérique, regardez, pour les producteurs, j'ai combien? J'ai 809 grammes par mètre carré. 809 grammes par mètre carré comme producteur. J'ai comme consommateur primaire 37 grammes primaire. Comme consommateur secondaire, j'ai uniquement 11 grammes. Et comme tertiaire, les carnivores, j'ai uniquement 1,5 grammes par mètre carré. C'est en termes de masse, essentiellement. Cette pyramide de biomasse, elle a une exception parfois, elle peut être inversée. Elle peut être inversée de sorte que lorsque j'ai, par exemple, les producteurs primaires sont beaucoup moins nombreux que les consommateurs primaires. Je m'explique. Par exemple, dans ce canal de Manche, en milieu marin, vous voyez que la masse en mètre carré de phytoplancton qui est le producteur, elle est de 4. Par contre, pour le zooplancton qui est le consommateur, il est de 21. C'est-à-dire, il est 5 fois plus grande. Donc, j'aurai une pyramide qui est inversée. Quand est-ce qu'on a une pyramide inversée? Lorsque j'ai les producteurs primaires beaucoup moins nombreux en termes de masse par rapport aux consommateurs primaires et secondaires. Comme je peux avoir aussi une pyramide des énergies ou pyramide de productivité qui est exprimée en calories ou bien en joules. Ça dépend des recherches qu'on fait. Donc, par exemple, si je prends dans le cas de cette prairie, regardez là, j'ai le rayon lumineux qui arrive avec 1 million de joules. 1 million de joules, c'est 1 million de joules, c'est du rayon lumineux. Et sur ce 1 million de joules, uniquement, regardez, uniquement 10 000 joules ont été pris par les producteurs primaires. 10 000 joules. Alors, ça veut dire quoi? C'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure. Que 1 sur 100 ont été retenus. 1 sur 100 ont été retenus pour la consommation. Donc, autrement dit, pour la production, 1 sur 100, donc 1 sur 10 000. Par la suite, j'aurai 1 sur 1000, comme pour les consommateurs primaires, et 1 sur 100, autrement dit, et 100 joules pour les consommateurs secondaires. Le prédateur final, qui va manger le rat, plus ou moins dans cette prairie, il ne produira que 10 joules. Donc vous avez, ça montre la pyramide des énergies, ça montre bien le fractionnement qu'on a vu tout à l'heure, au début de cette séance de TD, lorsqu'on a parlé d'un fractionnement d'énergie entre chaque maillon, en allant du producteur primaire jusqu'à consommateur tertiaire ou le carnivore terminal, essentiellement. Donc ça montre bien le fractionnement des énergies entre le rayon lumineux qui arrive sur Terre avec 1 million de joules et le dernier niveau trophique qui est celui du carnivore tertiaire ou du consommateur tertiaire qui est de 10 joules. Donc il y a 10 sur 100 sur 1 million, c'est énorme. Donc c'est un fractionnement qui est vraiment énorme au cours de... Donc comme ça, je vais terminer essentiellement, je vais terminer la séance et je vous redonne rendez-vous pour la séance, pour terminer le cours de l'écologie générale. Donc, tenez bien compte des informations que j'ai rappelées au cours de cette séance, donc à savoir la chaîne alimentaire, le réseau trophique, l'efficience écologique ou l'efficacité écologique, la pyramide écologique essentiellement. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.